Bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo nous allons découvrir ensemble la deuxième partie du cours dédié au tube radiogène. À la fin de ce cours, je vous ai préparé un test d'auto-évaluation, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir répondre aux questions. Et avant de commencer, merci de me répondre dans les commentaires sur la question suivante: quel est le rôle de la gaine d'un tube radiogène? Je lis vos commentaires et je réponds. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous inscrire, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Les tubes radiogènes sont des convertisseurs d'énergie qui consomment de l'énergie électrique pour produire 1% des rayons X et 99% de la chaleur. En effet, l'émission des rayons X est la conséquence d'une collision d'un faisceau d'électrons, accéléré à grande vitesse dans un champ électrique, et une cible métallique, dense, en tungstène. Lors de cette collision, l'énergie cinétique très importante des électrons se convertit à 99% en chaleur, énergie thermique, et à 1% en rayonnement X. Le tube à rayons X classique est constitué d'une enveloppe de verre à l'intérieur de laquelle est créé un vide le plus complet possible. L'objectif du vide dans les tubes à rayons X est de permettre un contrôle précis et séparé du nombre et de la vitesse des électrons accélérés. Car si du gaz pénétrait à l'intérieur du tube, les électrons accélérés vers l'anode, cible, entreraient en collision avec les molécules de ce gaz, ce qui leur ferait perdre de l'énergie cinétique et surtout provoquerait la formation d'électrons secondaires. Leur présence entraînerait des variations dans le nombre et la vitesse des électrons parvenant sur la cible. Ceci causerait de grandes variations dans l'intensité du courant tube et dans l'énergie des rayons X produits. Le pôle négatif du tube à rayons X constitue la cathode. En matière de tube à rayons X, les termes de cathode et de filament peuvent être employés de façon interchangeable. En plus du filament qui est la source des électrons pour le tube à rayons X, la cathode comporte deux autres éléments: les fils de connexion du courant de chauffage du filament, courant de bas voltage, de l'ordre de 10 volts, et d'intensité élevée, entre 3 et 5 ampères. Quand le courant de chauffage traverse le fil de tungstène du filament, il provoque son échauffement, et certains de ces électrons, les plus périphériques, se déplacent à une petite distance de la surface du métal, ce qui correspond au processus d'émission thermo-ionique. Un filament de tungstène pur doit être chauffé à une température d'au moins 2200 degrés Celsius, pour émettre un nombre suffisant d'électrons, et il a un point de fusion élevé, 3370 degrés Celsius, ce qui confère au filament une durée de vie raisonnablement longue. Les tubes à rayons X classiques sont équipés d'un filament unique, ou plus habituellement d'un double filament. Chaque filament est constitué d'une hélice de fil métallique. Ils sont installés soit côte à côte, soit l'un en dessous de l'autre, avec toujours un grand filament et un filament plus petit. Il est important de comprendre qu'on ne peut employer qu'un seul filament pour une exposition donnée. Le filament chauffé est incandescent et peut être facilement observé si l'on retire le fil traditionnel et en regardant à travers la fenêtre de sortie du tube à rayons X. Le tungstène vaporisé à partir du filament, et à un moindre degré de l'anode, se dépose sous forme d'une couche extrêmement fine sur la surface interne de l'ampoule de verre du tube à rayons X. Cela provoque une coloration qui devient de plus en plus intense lorsque le tube vieillit, il acquiert alors une teinte bronzée. Cette pellicule de tungstène augmente le risque d'arc électrique entre le verre métallisé et les électrodes, lorsqu'on utilise des kilovoltages élevés. Ceci peut entraîner une perforation du tube. Pièce de concentration, ou pièce de focalisation. Le filament est logé au creux d'une pièce métallique en forme de demi-cylindre. Elle entoure les filaments, et les empêche de se déformer lors de l'échauffement. La pièce de concentration est usinée de telle sorte que les faisceaux électroniques émis par le filament convergent vers la piste de la cible anodique avec une taille et une forme parfaitement définies. Cette pièce est portée au même potentiel que la cathode, répulsif donc pour les électrons, ou parfois même à un potentiel légèrement plus négatif. L'effet de cette pièce de concentration est de modeler les trajectoires des électrons et en définitive de les assembler en un faisceau plus ou moins compact. Le spot final, à l'impact sur l'anode, verra sa largeur définie par cet effet de focalisation latérale imposé par la pièce de concentration. Par contre, la hauteur de spot sera définie par la longueur du filament. L'anode est soumise à des chocs thermiques brutaux et répétés. Localement, à l'impact des électrons, la température atteint des niveaux élevés. La conception des anodes tournantes vise à gérer au mieux ces contraintes thermiques, mais le problème c'est que cela a engendré d'autres soucis d'ordre mécanique dus aux grandes vitesses de rotation, qui est de 3000 jusqu'à 9000 tours par minute.
Montée sur l'axe de rotation, la base de l'anode est une pièce métallique massive taillée en biseau à sa périphérie, là où se trouve le foyer thermique, ce qui définit la pente d'anode. La piste du foyer est un anneau métallique dont la composition est différente de celle de la base et qui est sertie dans celle-ci. C'est sur la piste que se maintient l'impact du faisceau au cours de la rotation. Le diamètre de la base varie de 7 cm à 12 cm selon le modèle et le fabricant. Elle est fabriquée à partir du molybdène ou du graphite pour ses capacités à stocker un maximum de chaleur. La piste est fabriquée à partir d'un alliage de tungstène et de rhénium. Le tungstène a un Z élevé, Z égale 74, ce qui donne un bon rendement de production des rayons X, mais il a aussi un point de fusion élevé, 3400 degrés Celsius, ce qui n'est pas le cas de métaux plus lourds. Le plomb a un Z égale 82 mais ils fond à 328 degrés Celsius. La zone de la cible de l'anode qui est bombardée par les électrons, issus du filament de la cathode, et qui est de ce fait la source du faisceau de rayons X, prend le nom de foyer thermique. Le foyer thermique a une forme rectangulaire de largeur, A, définie par la focalisation imposée par la pièce de concentration de la cathode, et de hauteur, B, fonction de la longueur du filament et de l'angle de la pente d'anode. Le foyer optique est ce foyer tel que vu en perspective dans la direction d'émission des rayons X, c'est-à-dire vu par le patient en direction du tube. Sa largeur est encore A, mais sa hauteur vaut B sinus alpha, où alpha est la pente d'anode. Souvent le fabricant s'arrange pour que le foyer optique ait une forme carrée et que donc B sinus alpha égale à A. Si ce n'est pas le cas, le foyer garde un aspect rectangulaire. La taille du foyer optique est directement reliée au sinus de l'angle d'anode, donc plus la pente diminue, plus le foyer optique est petit. L'angle de la pente de l'anode, l'angle alpha sur le dessin, varie, en fonction de la destination du tube, entre 6 et 20 degrés, voire 0 degrés, en mammographie. La taille des foyers optiques couramment utilisés en radiographie par projection sur les tables télécommandées est de l'ordre de 1,5 mm pour les gros foyers et 0,6 à 1 mm pour les petits foyers. Les tubes avec un foyer de 0,3 mm et un angle d'anode de seulement 6 degrés sont utilisés lorsque les champs explorés sont réduits, par exemple en mammographie, en angiographie cardiaque et coronaire. Plus la pente diminue, plus le foyer optique est petit, ce qui permet de produire des images de très haute résolution spatiale. Pour cela, l'idéal c'est d'avoir un foyer optique ponctuel. De l'autre côté, la taille du champ d'exploration sera réduite. Elle doit être impérativement de 36 x 43 cm à 1 mètre. Pour des raisons pratiques, sur des installations multi-usages, tables télécommandées, travaillant avec des distances focales, distance foyer film ou DFF, de l'ordre de 110 cm. L'angle d'anode ne peut être réduit en deçà de 15 degrés pour préserver des champs d'exploration de 36 x 43 cm, aussi bien pour le petit foyer que pour le grand foyer du tube. Pour chaque question, vous allez choisir parmi les propositions, celles qui vous paraissent exactes. La première question. Quel est l'ordre de grandeur de la taille du petit foyer, du tube radiogène d'une installation classique multi-usage, par exemple, les tables télécommandées? A. 1 sur 10 mm. B. 5 mm. C. 2,75 mm. D. 0,6 mm. E. 0,06 mm. La deuxième question. Quel est l'ordre de grandeur de la puissance du gros foyer du tube radiogène d'une installation classique multi-usage? A. 100 volts. B. 10 kW. C. 50 mA. D. 80 kW. E. 30 kW. La troisième question. L'augmentation du diamètre de l'anode. A. Permet de réduire la taille du foyer thermique du tube. B. Permet de diminuer le kilovoltage employé pour la réalisation des clichés thoraciques. C. Permet d'augmenter la puissance des foyers du tube radiogène. D. Permet d'augmenter la capacité de dissipation thermique par rayonnement si l'anode est en graphite. E. Dans les anodes en graphite, est une piste d'alliage de tungstène qui est exposée au flux d'électrons. La quatrième question. La pièce de focalisation de la cathode du tube à rayon X. A. Est un facteur déterminant de la taille du foyer thermique sur l'anode. B. Est un élément déterminant dans la capacité de dissipation thermique de l'anode. C. Permet de limiter la quantité de rayonnement diffusé. D. Contribue de façon déterminante dans les dimensions du foyer optique. E. Permet d'améliorer le contraste des images. La cinquième question. Concernant le circuit de chauffage du filament.
A. C'est un circuit à kilovoltage élevé et milliampérage faible. B. L'intensité de courant qui traverse ce circuit de chauffage correspond au milliampérage affiché sur le pupitre de commande de la machine. C. Il permet le chauffage du filament en fonction de la loi de Joule, W égale RI au carré, T. D. Il permet l'émission d'électrons par effet thermo-ionique. E. L'intensité du courant qui traverse le filament est de l'ordre de 5 à 10 ampères. Laissez-moi vos réponses aux commentaires, je répondrai, comme ça va me permettre de connaître si vous avez bien assimilé le cours. Et si vous avez encore le moindre doute, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est ici que se termine notre vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, n'hésitez pas de mettre un max de likes et de commentaires, et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo.